Euh, Imaginez un peu la scène. Un matin, vous arrivez au travail et paf, une convocation dans le bureau de la direction. Oula, en général, ça n'annonce rien de bon. Ben non, clairement pas. Et là, on vous remet une lettre de licenciement pour faute grave. Le motif? Des vols répétés dans les caisses de l'entreprise. D'accord, et j'imagine qu'ils ne sortent pas ça de nulle part, il y a une preuve. Exactement. Des images de vidéosurveillance d'une netteté implacable. Vous êtes littéralement pris la main dans le sac. Sauf que, le petit détail qui change tout, c'est que la caméra responsable de ces images était cachée. Ah oui, totalement dissimulé, personne ne savait qu'elle était là. C'est ça, absolument personne. Et pendant des décennies, en France, face à une situation comme ça, la justice aurait pris le parti du salarié. Tout à fait, le juge aurait refusé de regarder la vidéo, tout simplement. Ouais, il aurait même condamné l'employeur pour surveillance clandestine. Et ça, même avec la preuve incontestable du vol, juste là, sous ses yeux. Mais depuis une décision choc de 2024, les règles du jeu ont radicalement changé. C'est un véritable séisme juridique, en fait. On touche ici au point de friction ultime du monde du travail contemporain. C'est-à-dire? C'est le choc entre deux droits qui s'opposent. Exactement. Il y a un choc frontal et permanent entre deux droits absolus. D'un côté, on a le pouvoir de direction d'un employeur, qui a la responsabilité tout à fait légitime de protéger son activité, c'est bien, sa productivité. Ouais, ce qui est normal, c'est son entreprise. Voilà. Mais de l'autre côté, il y a le droit inaliénable et fondamental au respect de la vie privée et de l'intimité des individus. Et cette ligne de fracture, elle s'est intensifiée de manière spectaculaire avec l'omniprésence de la technologie. C'est clair, on a des caméras et des capteurs partout maintenant. C'est exactement ça. Nous sommes passés de murs de briques qui séparaient l'usine de la maison à un monde de capteurs invisibles au bureau. C'est exactement l'objectif de notre exploration aujourd'hui. On va plonger dans un tas de documents récents. On a des notes d'analyse juridique du cabinet d'avocats Berton et Associés, les directives mises à jour début 2026 par des spécialistes RH comme Securex et Culture RH. On a aussi le guide RGPD du syndicat GHR de 2023 et les analyses du cabinet d'expertise comptable Mosselmans. C'est très complet. Un vrai panel d'experts, ouais. Et notre mission avec tout ça, c'est de cartographier ce champ de mine. On va essayer de démêler le vrai du faux. Il s'agit de comprendre les limites exactes de ce qui est permis, ce qui relève vraiment de l'espionnage illégal, et surtout, Surtout, d'analyser comment les tribunaux font en fait. voilà, comment ils tentent de maintenir un équilibre extrêmement précaire face à des technologies qui sont, avouons-le, de plus en plus intrusives. Et pour bien comprendre ces dynamiques complexes, il faut toujours repartir des fondations. Le point de départ, c'est que le lieu de travail, ce n'est pas un espace démocratique classique. On laisse une partie de sa liberté à la porte, en gros, hein. En quelque sorte, oui. L'employeur détient ce qu'on appelle un pouvoir de direction. Et ce pouvoir lui donne des droits de contrôle très concrets sur l'environnement et le matériel qu'il fournit à ses équipes. Donc ce n'est pas une violation de la vie privée si l'entreprise décide de vérifier comment on utilise ses outils au quotidien. Je veux dire, c'est son matériel après tout. Pas du tout. L'employeur a parfaitement le droit, par exemple, de scruter l'historique de navigation Internet sur un ordinateur de fonction. Ah ouais, même l'historique? Phonique professionnelle pour s'assurer qu'il n'y a pas d'abus sur la durée ou le coût des appels personnels qui seraient passés depuis le bureau. D'accord, donc surveiller les dépenses, c'est légal. C'est ça. Et installer un système de vidéosurveillance pour sécuriser un entrepôt de marchandises, ça fait aussi partie de ses prérogatives fondamentales. Il protège ses biens. Ok, décortiquons tout ça. Parce que ce droit de contrôle, il se heurte tout de même à un mur de protection, non? Un mur très solide, oui. Oui. Parce qu'en lisant les documents, on s'aperçoit que les textes de loi imposent deux piliers indéboulonnables. Le premier, c'est la finalité légitime, et le second, la proportionnalité. En gros, un patron ne surveille pas par simple curiosité managériale. C'est exactement ça. Il ne peut pas se dire, tiens, je vais regarder ce qu'ils font juste pour voir. Voilà, il faut un but précis, comme la sécurité ou le contrôle de la production. Mais du coup, comment s'évalue cette notion de proportionnalité devant un tribunal? C'est hyper subjectif, non? Eh bien, la proportionnalité, c'est l'idée que les moyens technologiques ou de surveillance déployés ne doivent pas écraser les libertés individuelles si la tâche à accomplir ne l'exige pas. D'accord. La ligne directrice repose sur le célèbre article 9 du Code civil. Il est très clair, le droit au respect de la vie privée ne s'évapore pas miraculeusement quand on franchit le pas de la porte de l'entreprise. Heureusement d'ailleurs. Oui. Donc l'employeur doit toujours, systématiquement, choisir la méthode la moins intrusive possible pour atteindre son but. C'est une notion fascinante. C'est comme remettre les clés d'une voiture de fonction à quelqu'un. On peut vérifier le niveau d'essence et le kilométrage, ça c'est normal. Oui, pour l'entretien, c'est logique. Mais
On n'a pas le droit d'ouvrir la boîte à gants pour y lire le journal intime qui s'y trouverait caché. Et ça même sous prétexte que le véhicule appartient à l'entreprise ou figure dans son bilan comptable. C'est une excellente analogie. L'entreprise possède la voiture, mais pas les pensées ni les secrets de la personne qui est au volant. C'est rassurant. Et la jurisprudence a d'ailleurs gravé ce principe dans le marbre avec un arrêt historique. C'est le fameux arrêt Nikon, rendu le 2 octobre 2001. Ah oui, 2001, c'était vraiment le tout début de la démocratisation de l'email au bureau, non? Exactement, c'était une véritable révolution technologique à l'époque. Et la Cour de cassation a statué qu'un employeur n'a pas le droit de consulter les emails ou d'explorer les fichiers qui sont identifiés explicitement comme personnels par le salarié. Et ce, même si le fichier en question est stocké sur le disque dur de l'ordinateur de l'entreprise, ou que l'email est envoyé depuis la messagerie pro pendant les heures de travail. Même dans ce cas de figure très précis, le simple fait d'ajouter la mention personnel, privé ou intime sur le nom d'un dossier informatique, eh bien ça crée une barrière juridique immédiate. C'est fou que juste un mot puisse faire ça. Ça devient un véritable sanctuaire virtuel. L'employeur ne peut pas le franchir, sauf s'il obtient une décision de justice préalable ou alors si le salarié est physiquement présent et donne son accord pour l'ouvrir. Ah, donc c'est vraiment verrouillé. C'est la parfaite illustration de la proportionnalité. Vérifier que l'ordinateur fonctionne et sert au travail, oui. Violer le secret des correspondances privées, c'est totalement disproportionné. Bon, puisque la proportionnalité est vraiment la clé de voûte de tout cet édifice, penchons-nous sur ce qui se passe quand l'employeur décide de l'ignorer. Et ça arrive plus souvent qu'on ne le pense. Bah oui, avec l'effondrement des coûts du matériel, c'est devenu extrêmement tentant et super facile de placer des caméras ou des capteurs partout. Du coup, quelles sont les interdictions absolues, les lignes rouges à ne pas franchir? Les lignes rouges géographiques sont indiscutables. Il est formellement interdit de braquer une caméra sur les zones dédiées à la vie privée, à l'intimité ou au poste des employés. Donc la machine à café, c'est non. C'est non. Ça inclut évidemment les salles de repos, les toilettes, les vestiaires. Et bien sûr, les locaux syndicaux qui bénéficient d'une protection encore plus renforcée. D'accord, ça c'est pour les lieux spécifiques. Et filmer le bureau lui-même? Or, c'est illégal. Ah, ouf. Il n'y a des dérogations que pour des circonstances exceptionnelles. Par exemple, un caissier qui manipule d'importantes sommes d'argent, là, la sécurité prime. Ok, je comprends pour l'image. Mais qu'en est-il de l'audio? Attendez, si l'employeur installe un micro au-dessus d'un bureau ordinaire, c'est directement la casse-tribunal, hein. Sans le moindre doute. La Commission nationale de l'informatique et des libertés, la CNIL, considère que la captation sonore permanente est une atteinte d'une violence inouïe à la vie privée. C'est vrai que c'est super oppressant d'être écouté tout le temps. L'enregistrement continu des conversations est totalement banni des espaces de travail ordinaires. Il existe bien sûr des exceptions très encadrées. Comme quoi, par exemple? Dans les centres d'appel où l'enregistrement ponctuel est autorisé pour évaluer la qualité du service client, ou alors dans les salles de marché des banques pour assurer la traçabilité légale des transactions financières. Ouais, là il y a des millions en jeu, on comprend l'idée. Mais même dans ces secteurs très spécifiques, l'information préalable et claire des salariés est obligatoire. L'écoute sur écoute en cachette, ce n'est jamais une méthode de gestion acceptable. En explorant les technologies proscrites dans nos documents, il y a aussi des outils qui pointent le bout de leur nez et qui semblent s'être vachement démocratisés. Comme la biométrie, non? C'est un point de friction majeur aujourd'hui. Utiliser une pointeuse biométrique pour un simple contrôle des horaires, c'est interdit en France depuis mai 2018. Interdit! Pourtant, on a l'impression d'en voir partout dans les films. Oui, mais en réalité, se servir de l'empreinte digitale, du contour de la main ou de la reconnaissance faciale juste pour savoir à quelle heure quelqu'un arrive à l'usine ou au bureau, C'est un peu too much, non? c'est exactement ça. C'est utiliser une donnée biologique unique et inaltérable pour une tâche administrative basique. La CNIL juge que c'est le summum de la disproportion. Et pour les ordinateurs? Dans la même logique, la CNIL interdit formellement l'usage des keyloggers. Vous savez, ces petits logiciels invisibles qui enregistrent chaque frappe sur le clavier. Ah oui, les fameux enregistreurs de frappe. Le risque de capter à l'insu de l'employé un mot de passe bancaire personnel ou un message de nature médicale est beaucoup trop grand. C'est formellement interdit. Ce qui nous mène tout droit à une affaire assez retentissante analysée dans les fiches du cabinet Moselmans. Une affaire de décembre 2023 qui a frappé de plein fouet Amazon France Logistique. Ah oui? Si l'on relie cela au contexte global, c'est le cas d'école parfait de la dérive technologique totale. La CNIL a agi comme le vrai gendarme de ces dérives. Ils ont tapé fort, non? Très fort. Ils ont prononcé une amende monumentale de 32 millions d'euros.
32 millions! Waouh! Et ce qui est intéressant, c'est que l'infraction ne portait pas sur des caméras dissimulées dans les vestiaires ou ce genre de choses. C'était quoi alors? Elle portait sur un système de surveillance algorithmique extrêmement intrusif. Un système d'algorithmes et de scanners portatifs qui était utilisé par les préparateurs de commandes au cœur même de l'entrepôt. Ça mesurait l'activité humaine à la seconde près. Concrètement, comment fonctionnait ce niveau de microsurveillance? On parle d'un chronométrage industriel classique, un peu comme le travail à la chaîne d'il y a un siècle? Bien pire, car tout était numérisé et en temps réel. Les scanners remontaient constamment sur des indicateurs. Il y avait par exemple un indicateur qui mesurait le temps d'inactivité dès qu'il dépassait 10 minutes. 10 minutes Et c'était qualifié comment? de temps mort. Mais il y avait un autre indicateur encore plus fou. Il mesurait la vitesse de manipulation des articles. Si elle descendait en dessous de 1,25 secondes, l'algorithme le signalait. Attendez, 1,25 secondes. C'est impossible de maintenir un rythme pareil. L'algorithme calculait la moindre pause, le moindre ralentissement dans le mouvement du poignet ou le déplacement dans les rayons. La CNIL a sanctionné ce système car il forçait littéralement les employés à devoir justifier la moindre minute d'interruption. La machine dictait donc le rythme humain sans laisser la moindre marge de respiration. C'est une forme d'oppression invisible en fait. Totalement. La CNIL s'est assurée que la course à la productivité ne broie pas la dignité humaine. Dans sa décision, elle a tracé une ligne très claire. La recherche de productivité, même pour un géant mondial de la logistique, ne justifie pas de traiter les individus comme de simples extensions robotiques. Surveillé à la milliseconde, quoi. Et au niveau des amendes, ça peut monter jusqu'où pour ces dérives? Les sanctions sont conçues pour faire mal. Via le RGPD européen, l'amende administrative de la CNIL peut s'élever jusqu'à 4% du chiffre d'affaires mondial de l'entreprise. 4% mondial, ça fait des sommes astronomiques pour les multinationales. Exactement. Et il ne faut pas oublier le risque pénal direct pour la direction. Le code pénal prévoit jusqu'à 1 an de prison et 45 000 € d'amende au pénal pour l'enregistrement clandestin. Ah oui, la prison quand même. Et il y a aussi le risque financier colossal devant les prud'hommes. Un licenciement basé sur des méthodes de surveillance illégales peut être annulé, ce qui oblige l'entreprise à verser des fortunes en dommages et intérêts. Bon, justement, parlons-en de ces fameuses preuves clandestines ou déloyales, parce que c'est là que le débat devient particulièrement intense dans nos documents. La règle d'or imposée aux entreprises par le droit du travail, on l'a vu, c'est la transparence. Oui, il faut informer le CSE, les représentants du personnel, afficher des panneaux, prévenir les employés. Sur le papier, la caméra cachée, c'est le mal absolu. Mais la réalité du terrain, elle est souvent moins binaire. Que se passe-t-il si un employeur, désespéré par des vols à répétition qui menacent de couler sa boîte, installe une caméra secrète et filme le coupable la main dans le sac? Eh bien, pendant très longtemps, c'était simple. Toute surveillance secrète était interdite. La Chambre sociale de la Cour de cassation balayait systématiquement ce type de preuves. Donc le voleur était filmé, mais le juge fermait les yeux. C'est ça. Si le salarié n'avait pas été préalablement informé, la preuve était illicite, le juge refusait de visionner la vidéo. C'est là que ça devient vraiment intéressant. On en parlait au début, ce grand bouleversement, ce fameux revirement de jurisprudence de la Cour de cassation, le 14 février 2024. Oui, un changement de cap radical. C'est un peu le principe de Robin des Bois appliqué au droit, non? Contourner la règle sacrée de la transparence pour faire triompher la vérité. Une preuve vidéo clandestine peut désormais être acceptée. Oui, mais attention à des conditions extrêmement strictes. Elle doit être indispensable au droit de la preuve et surtout proportionnée. Mais n'est-ce pas une porte ouverte à la paranoïa pour les employés? De se dire, on me filme peut-être en cachette. Ce qui est fascinant ici, c'est de voir d'où vient ce revirement. Il s'inspire d'une jurisprudence européenne fondatrice de la Cour européenne des droits de l'homme, la CEDH, du 17 octobre 2019. L'affaire du supermarché espagnol. Ah, racontez-nous cette affaire, c'est croustillant. Le directeur de ce supermarché suspectait des vols en caisse. Il avait des pertes énormes. Il a donc installé des caméras cachées orientées spécifiquement vers les caisses. Sans prévenir personne, évidemment. Voilà. Et il les a laissées tourner pendant 10 jours seulement. Grâce à ça, il a pu prouver les vols et licencier les coupables. Et la justice a validé ça. La justice européenne a validé les licenciements. Pourquoi? Parce que les soupçons étaient raisonnables, la durée était limitée à 10 jours et surtout, il n'y avait pas d'autre alternative pour prouver les vols. D'accord. Donc le juge devient un véritable équilibriste. Il pèse au milligramme près les droits de la défense contre la violation de la vie privée. C'est tout à fait ça. Il faut vraiment retenir que cela reste exceptionnel.
Et c'est pas fini. Dans les mises à jour de Culture RH début 2026, il y a un autre cas fou, le 21 mai 2025 devant la Cour de cassation sociale. Ah oui, l'affaire de l'aéroport. C'est ça. On parle d'un agent de sécurité licencié et la preuve, ce sont des images de sécurité de l'aéroport, des caméras prévues uniquement pour la protection des biens et des passagers, pas pour fliquer le personnel. Et pourtant, la Cour a validé cette réutilisation. Parce que, bien que détournée de son usage initial, l'utilisation de l'image restait fondamentalement liée à la sécurité. Et c'était transparent, puisque la caméra était visible de tous. C'est dingue. Alors qu'est-ce que tout cela signifie pour notre quotidien? Parce que bon, on ne travaille pas tous dans des aéroports ou des supermarchés. Comment on gère ça aujourd'hui avec l'explosion du télétravail? Le télétravail change la donne, c'est sûr. L'accord national interprofessionnel, l'ANI de 2020, donne les bases. Le monitoring est autorisé. On peut surveiller les gens chez eux. L'employeur peut contrôler les heures de connexion, utiliser des logiciels de suivi pour les objectifs, oui. Mais attention, l'intimité du domicile est sacrée. Ah, ouf. Donc le patron ne peut pas exiger d'allumer la webcam. Surtout pas. Les webcams allumées en permanence ou le partage d'écran continu à domicile, c'est formellement proscrit. La frontière de la maison reste un rempart. Ok. Et concernant les données elles-mêmes, leur accumulation, on a tous vu ces séries policières où les enquêteurs débarquent et ressortent des images de sécurité d'une entreprise datant d'il y a 6 mois pour coincer le méchant. Oui, le classique d'Hollywood. Dans la réalité, si l'entreprise respecte la loi, c'est de la pure fiction, n'est-ce pas? Une entreprise ne peut pas stocker les données à l'infini, selon les préconisations de la SNIL et le guide GHUR 2023. C'est de la science-fiction, en effet. Il y a un principe strict de péremption des données. Pour les images de vidéosurveillance classiques, c'est 1 mois maximum, en principe. 1 mois. C'est super court. Oui. Et pour les données des badges d'accès, c'est 3 mois. Et pour les documents papier ou administratifs? Là, c'est plus long. L'entreprise doit garder les bulletins de paie pendant 5 ans et les factures clients ou fournisseurs pendant 10 ans, pour des raisons comptables et fiscales. Bon, en résumé, on voit bien la dynamique de cette exploration. Le monde de l'entreprise n'est pas une zone de non-droit. L'équilibre est fragile, mais il est bien réel. Oui, il y a une interdiction stricte des outils excessifs comme les micros ou la biométrie. Il y a des amendes vertigineuses pour les entreprises abusives, comme on l'a vu avec Amazon. Et en même temps, il y a cette subtilité des tribunaux face aux preuves clandestines. Comprendre ces règles, c'est essentiel aujourd'hui, que ce soit pour protéger son entreprise légalement ou pour faire respecter sa dignité en tant qu'employé. C'est vital, oui. Mais j'aimerais soulever une dernière réflexion pour l'avenir. Une chose qu'on ne trouve pas texto dans nos sources, mais qui s'en inspire directement. Oh, allez-y, je suis tout oui. Si des algorithmes peuvent déjà analyser nos moindres gestes dans un entrepôt à la seconde près, Comme chez Amazon? oui, eh bien combien de temps faudra-t-il avant que l'intelligence artificielle ne soit utilisée pour analyser la micro-expression de nos visages ou le stress dans notre voix lors de nos simples réunions en visioconférence pour évaluer notre engagement? Ah ouais, c'est terrifiant. Savoir si on s'ennuie, si on est vraiment concentré. Exactement. La frontière de l'intime n'a visiblement pas fini d'être repoussée par la technologie. C'est une pensée assez vertigineuse. Et c'est sur cette perspective digne d'un roman d'anticipation qu'on va vous laisser. De quoi y réfléchir sérieusement lors de votre prochaine journée de travail en allumant votre webcam. Merci de nous avoir suivis dans ce décryptage et à très vite pour une nouvelle plongée.